bienvenue à tous pour un nouveau Rendez-vous du futur, un nouvel épisode de cette grande aventure qui n'en finit plus et qui a démarré en juin 2010. J'en profite pour faire un clin d'œil à notre parrain Joël de Ronet. Merci beaucoup à lui de nous avoir permis cette grande odyssée que nous menons depuis longtemps, donc avec Nils Azosmanov, mais aussi avec le Cube et avec la JD Carré et avec Triple C, trois structures qui se sont décidées à lancer un projet un petit peu ovni qui nous questionne sur le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Cette émission est donc exceptionnelle puisqu'elle se tient dans le cadre de la Social Good Week et elle se tient dans le cadre d'un festival, le deuxième festival de l'année. Vous vous souvenez, nous avions lancé au printemps dernier, au printemps 2016, un festival. C'était à l'Espace Saint-Sauveur, dans une église. Et là, nous lançons donc le deuxième festival aujourd'hui, pendant cette Social Good Week. Émission exceptionnelle aussi, puisque je suis très heureux d'accueillir Florence Carras. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes Chief Digital Officer de BNP Paribas Cardis France, mais finalement, on va le dire, vous êtes une transformer. C'est ça. C'est vrai, tout à fait. Vous êtes une transformer au sein de l'entreprise. Et Caroline Fayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes netnologue et auteur du livre L'art de la guerre digitale aux éditions Duno. Et puis vous êtes évidemment cofondatrice du cabinet Boléro. Netnologue. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre, netnologue? On doit comprendre que j'ai dû inventer le terme qui décrivait un nouveau métier. Netnologue, ça veut dire qu'il faut comprendre l'influence du numérique sur les publics. Donc, mon métier, c'est de décoder, de décrypter comment le web, comment le numérique amène les gens à prendre certaines décisions ou à avoir certaines opinions. Nils, je vous laisse le micro, la première question, l'exercice de la première question. Alors Caroline, vous avez publié en mai dernier L'art de la guerre digitale, en référence au célèbre ouvrage de Sun Tzu qui est encore étudié dans les écoles de commerce. Alors si je me souviens bien de son enseignement, ça remonte à loin, Sun Tzu dit que le bon général, c'est celui qui ne fait jamais la guerre, c'est-à-dire que sa stratégie, c'est d'étouffer peu à peu l'ennemi comme au jeu de Go, en l'encerclant et surtout en renversant ses alliances. Il est plus avantageux de devenir l'ami de son ennemi plutôt que d'avoir à le combattre. Alors, est-ce que cet art de la guerre, c'est est-il celui d'un monde révolu ou est-ce qu'il s'applique encore à l'ère digitale ? Est-ce que les stratégies aujourd'hui sont les mêmes ou pas ? Justement, si j'ai pris Sun Tzu comme fil rouge à mon ouvrage, c'est parce que ces enseignements étaient toujours d'une grande modernité à l'ère numérique. Pourquoi ? Déjà parce que le digital a ouvert un nouveau champ de bataille. J'aime bien faire ce parallèle avec l'aviation au début du XXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, les généraux se sont posé la question, est-ce qu'on introduit l'avion comme nouvelle arme finalement ? Et vous avez eu trois types de réactions. Ceux qui disent c'est un gadget, hein, c'est le joujou de nos dirigeants. Ceux qui ont dit ça va être un super moyen, notamment de renseignement pour détecter les mouvements des troupes ennemies. Et puis il y a ceux qui ont dit non, l'avion va ouvrir un nouveau champ de bataille qui sera aussi important que celui des terres et des mers. Et finalement, le digital, par les entreprises, il a été pris de ces trois façons aussi. Soit une technologie, soit c'est un nouveau moyen. On va faire de la vente en ligne, donc c'est un nouveau moyen de vendre nos produits. Soit on va se dire, on va redéfinir nos stratégies. Comment on fait la coopération entre la terre, la mer et le ciel ? Et bien là, on va redéfinir nos stratégies. Donc déjà, si c'est un nouveau champ de bataille, ça veut dire qu'il faut le considérer comme tel et qu'à ce moment-là, les enseignements d'occupation de terrain, de topographie, de connaissance du terrain Sun Tzu sont très d'actualité. Et deuxièmement, Sun Tzu effectivement dit dès qu'on peut éviter de faire la guerre, dès qu'on peut faire des alliances, dès qu'on peut faire du renseignement, on va pouvoir gagner des combats. Or, par rapport aux révolutions numériques, la réaction des entreprises, ça a été beaucoup de résister, de construire des murs. Et finalement... Des murs par rapport au digital, c'est ça ? Des murs par rapport à tous ces changements qui s'imposaient. Par exemple, quand le monde hôtelier, le monde des taxis se fait attaquer, il résiste de façon juridique. Donc, on essaie de maintenir les murs cette fois. Ou quand on se prenait un bad buzz, maintenant ils ont compris que la réaction juridique était la pire. Mais la première réaction des entreprises, c'était l'attaque en diffamation. Voilà. Donc,
on cherchait à se protéger en bâtissant des murs. Et Sun Tzu, finalement, dit surtout, ne restez pas derrière vos murs et allez coopérer avec les populations. Vous gagnerez bien mieux que par la technique de la terre brûlée. Et finalement, la coopération avec le citoyen, avec le consommateur, c'est extrêmement d'actualité aussi sur le numérique. Et peut-être juste sur ce champ de bataille qui a effectivement complètement changé. Qu'est-ce qui alors on peut le voir dans le monde réel d'ailleurs, on voit que la guerre réelle, enfin ce que je veux dire aujourd'hui n'est plus du tout la même, elle s'exerce plus de la même manière. Par exemple, on imagine mal des tanks arriver en France demain s'il y avait un conflit, ça serait soit le nucléaire, soit le terrorisme. En gros, c'est un peu les deux options. Ce champ de bataille donc économique pour le coup maintenant, qu'est-ce qui le caractérise le plus selon vous? Qu'est-ce qui a vraiment changé Moi, j'aime bien repartir de 3 révolutions numériques qui ont progressivement finalement armé le citoyen consommateur, mais armé tout un chacun. C'est-à-dire l'entreprise aurait pu utiliser aussi ses armes. D'abord, c'est le web 1.0, comme on a tendance à l'appeler, c'est le web des moteurs de recherche. Là, l'internaute acquiert le pouvoir de s'informer, de vérifier l'information aussi des politiques, des entreprises, etc. Donc ça, c'est une guerre de l'information. Le web est la première source d'information pour tout le monde, en B2B, en B2C, etc. Deuxièmement, Web 2.0, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Donc les gens peuvent, ce qu'ils pouvaient détecter avec le Web 1.0, ils peuvent maintenant le dénoncer. Donc là, c'est la possibilité de s'organiser en réseau, de se mobiliser. Donc c'est la guerre de la relation. Il faut gagner la confiance des communautés et à l'inverse, si on ne l'a pas, on se prend ces attaques de réputation, des crises d'image, etc. Puis Web 3.0, on dit aujourd'hui que c'est le web des données. Donc la connaissance des individus à travers les données vous permet d'acquérir un certain nombre de pouvoirs et sur le terrain économique de capter de la valeur. Donc là, on est sur la guerre des data qui amène une guerre des business models au niveau des entreprises. Donc trois enjeux, l'information, la relation et aujourd'hui la data. Je vous voyais réagir, Florence Carras, tout à l'heure. Vous avez une réaction par rapport peut-être à Sun Tzu ou à la guerre? La guerre, je pense qu'il faut éviter la guerre, surtout dans l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui que la majorité des entreprises ont pris la mesure de l'enjeu du digital, du numérique et de la nécessité de se transformer. Le sujet est comment on se transforme. Et toute cette problématique, aujourd'hui, elle est extrêmement complexe parce que on a à la fois la dimension technologique qui doit arriver dans l'entreprise, et puis il y a tout l'enjeu humain d'embarquement des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, finalement, ces transformations, elles sont à la fois passionnantes, mais elles sont extrêmement effrayantes aussi, puisqu'en fait, elles menacent potentiellement nos métiers, nos activités, peut-être les emplois. Donc voilà, donc il faut trouver le juste équilibre de l'embarquement. Et aujourd'hui, c'est ça, l'enjeu majeur dans l'entreprise, c'est l'embarquement des collaborateurs. Justement, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Allez-y. C'est le style de l'émission, hein, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, les fintech avec le mobile banking, l'intelligence artificielle, les bots, la blockchain qui arrive, etc., vont complètement bouleverser le monde des banques et des assurances. Comment vous vivez ça? Comment vous le voyez arriver? Et comment justement vous faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse sur le plan humain, social? Enfin, j'imagine que ça doit être pas facile à vivre pour les collaborateurs de voir arriver, comme dans plein d'autres entreprises, dans plein d'autres domaines, hein, mais comment vous le voyez arriver? C'est le web, c'est le 3.0, c'est ça, hein? 4.0 là. D'accord. Bah, écoutez, je pense que la meilleure approche aujourd'hui, c'est d'être dans l'open innovation, et ce que, par exemple, le groupe BNP Paribas et BNP Paribas Cardiff, en particulier, nous faisons. Donc, nous côtoyons, nous construisons des ponts avec ces fintechs, ces insurtech. Donc, nous avons des accélérateurs, des incubateurs qui nous permettent
d'être connecté en fait avec ces entreprises, cette technologie, de se familiariser et puis de voir justement comment l'un va remplacer l'autre ou comment l'un va venir nourrir l'autre, comment on peut gagner en agilité, comment on peut faire évoluer nos business models, comment on peut faire évoluer nos offres. Voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt dans une logique, je dirais, extrêmement ouverte. C'est l'open innovation, c'est le travail entre ces startups et les grands groupes dont on parle tant. Parce que le réel capital, si je dis pas de bêtises, de la banque et l'assurance, c'est la confiance avec ses clients. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une volatilité de plus en plus forte. Et avec ces technologies, notamment de mobile banking qui arrivent, je crois qu'il y a des études qui sont sorties. J'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, on peut dire que 80% des gens disent qu'ils ont plutôt confiance dans leur banque, mais que par ailleurs, je crois que c'était une étude au niveau européen qui disait qu'à 58%, les gens disaient moi, si demain j'ai un service qui est plus simple, plus rapide, plus efficace sur mon mobile, je switcherai. Donc on voit que la menace est très forte de volatilité des clients dans ce domaine-là. Comment on fait pour garder, conserver, renforcer la confiance des clients à l'ère de la volatilité, je vais y arriver, digitale? Je pense qu'on touche le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la sensibilité de la data. La force aujourd'hui des banques et des assureurs, je pense que c'est d'avoir des systèmes extrêmement sécurisés autour de la data, et on voit toute la difficulté aussi de travailler avec ces startups qui sont en mode beaucoup plus ouvert. Nous avons aujourd'hui une réglementation extrêmement forte qui est là pour protéger les intérêts des clients et les nôtres également. Et donc voilà, donc aujourd'hui, il y a malgré tout un capital confiance qui est très fort autour de la data et de la data managée par les banques et les assureurs. Alors un mot on passe un peu du coq à l'âne, mais un mot qu'on n'a pas encore entendu dans ce festival des rendez-vous du futur, c'est le mot écologie, crise écologique. Est-ce que c'est pas un enjeu qui est au cœur de la transformation digitale pour les entreprises, et particulièrement pour le monde, enfin pour toutes, mais particulièrement pour le monde des assurances? Je crois que le PDG d'AXA disait à plus de degrés, ça va être compliqué. Au-delà, ça va être impossible d'assurer. Donc une société sans assurance est une société du chaos. Enfin justement, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une obligation de faire entrer les problématiques écologiques dans la transformation numérique? Oui, certainement. Je dirais même qu'il n'y a pas que la problématique écologique, il y a aussi la problématique démographique. On parle beaucoup de la révolution digitale, il y en a beaucoup d'autres autour. Si on prend, permettez-moi de faire un écart, mais sur la révolution démographique, on a aujourd'hui un enjeu majeur qui est le vieillissement de la population, qui est couplé à la longévité. Et donc ça, c'est notamment pour les assureurs aussi un vrai sujet. Puisque les personnes aujourd'hui qui arrivent à l'âge de la retraite ont encore 25 à 30 ans devant elles, et elles ont des projets, elles sont plutôt en bonne forme, donc pleines d'énergie. Et comment est-ce qu'on continue à les accompagner, nous, banques, assureurs, dans leur vie au quotidien, pour les assurer, pour les accompagner aussi dans une logique de prévention de la santé, parce que ça c'est un vrai enjeu aussi, la e-santé avec le digital. Et alors l'INSEE prévoit un doublement du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans sur la période 2005-2020. Le vieillissement de la population est donc, vous l'avez dit, un enjeu majeur pour notre société, pour nos sociétés. Or, on a l'impression qu'il n'a pas été pensé encore ce temps post-retraite où c'est 25 ans, 30 ans de vie, mais qui n'a pas été pensé par la société. Donc, au-delà de la silver economy, quel regard vous portez aujourd'hui sur le rapport qu'on a à la vieillesse d'une manière plus globale ? Alors je pense qu'il a évolué ces toutes dernières années, mais c'est très récent. Je
nous avons développé au sein de BNP Paribas Cardiff un site inspirationnel qui s'appelle Génération Care, qui adresse justement ces problématiques et ces enjeux du vieillissement. Et la finalité au démarrage, elle était d'apporter un regard nouveau sur ces enjeux. La vieillesse était relativement stigmatisante. On y voyait, je dirais, la maladie, la dégénérescence. Or, aujourd'hui, la vieillesse, c'est un nouveau temps de vie. Un temps de vie, c'est un futur à inventer. Et nous avons fait également une opération d'open innovation l'année dernière qui regroupait une trentaine de baby-boomers, où en fait on les a fait travailler sur leurs aspirations à vieillir demain, et c'était absolument fantastique parce que ces gens ont des projets, ces gens accueillent ce temps de vie de façon très positive, très dynamique. Et oui, la société aujourd'hui, dans toutes ses composantes, ne s'est pas préparée à cette réalité, et donc nous devons, de façon assez urgente, considérer cette génération, penser des nouveaux produits, des nouveaux services, pour des nouvelles infrastructures aussi, et faire évoluer les cadres, que ce soit l'habitat, les logistiques, les transports. On doit reconsidérer tous ces sujets par rapport et au regard de cette révolution démographique. Est-ce que finalement on ne va pas passer à une société où actuellement c'est le senior, et on est senior à 40-45 ans. 45 ans en entreprise, oui. 45 ans en entreprise, on est senior. Est-ce qu'on va passer d'une société où on stigmatise le senior, comme actuellement, à une société où on stigmatise le junior? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un clivage de plus en plus flagrant entre les générations? Et moi, je suis peut-être plus habitué à poser 4 questions dans la même. Hein. J'ai comme cette impression-là. Et comment faire pour que la génération des juniors n'en veuille pas trop la génération des seniors au-dessus? En gros, comment arriver à continuer à faire société, pour reprendre le thème de la Social Good Week? Oui, là on touche vraiment le sujet de l'intergénérationnel. Et moi je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment de belles initiatives qui sont faites. Peut-être que plutôt que d'opposer en fait les jeunes et les baby-boomers, qui finalement ont beaucoup de points communs. Les baby-boomers ont inventé la jeunesse, ils ont envie d'inventer leur vieillesse aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, ce sont des créatifs. La majorité d'entre eux passent par la création d'entreprises, ils ont envie de faire leur start-up, etc. Moi, je crois beaucoup que l'avenir de la jeunesse, elle est probablement dans la vieillesse. C'est-à-dire, c'est à eux de s'emparer de ce champ d'innovation qui est devant nous, et probablement qui est une manne d'emploi et de créativité. Voilà, donc l'avenir de la jeunesse et dans la vieillesse, ouais. C'est une bonne approche. Caroline, oui, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale, justement, cette problématique intergénérationnelle. Comment ça se passe dans les entreprises que vous côtoyez en général? Qu'est-ce que vous identifiez comme obstacle ou au contraire comme belle réussite? Alors, c'est vrai que pour les entreprises, la problématique, c'est qu'on va avoir des jeunes générations qui ont une bonne maîtrise des outils, évidemment, Facebook, Twitter, etc., et qui sont perçus comme, du coup, les vecteurs du changement. Or, c'est vrai que quand on a 25 ans, on a rarement une vision stratégique de ce que doit faire l'entreprise. Et ça, ce sont plutôt des gens plus expérimentés qui vont l'avoir. Et donc, tout l'enjeu, c'est la coopération entre ces deux générations. Donc, il y a des initiatives de reverse mentoring, hein, évidemment. C'est-à-dire que, du coup, les jeunes vont apprendre aux plus seniors. Mais au-delà des générations, je crois qu'il y a des freins qui sont vraiment pas liés forcément à l'âge, en fait, par rapport au numérique. Il y a des freins de résistance par peur. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont 50 ans et qui ont énormément envie d'apporter quelque chose. Et donc, la difficulté pour les organisations, c'est d'arriver à canaliser ces envies et à les organiser. Et c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes un groupe qui est de 3000 personnes, évidemment, que quand vous êtes une PME. Et donc là, l'enjeu pour les gouvernants, c'est d'arriver à canaliser cette énergie,
qui réunira des jeunes et des vieux, et à la faire émerger sans résistance du grand groupe et donc de la masse des autres salariés qui évidemment vont tirer vers une forte inertie. Donc c'est une dynamique qui est effectivement assez complexe à mettre en place. Et puis il y a une chose qu'on entend beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, c'est cette injonction à être agile et créatif. Comment ça se passe, être agile et créatif dans cette transformation ? On dit souvent les startups ont des idées, les grands groupes ont des fonds. Je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées dans les grands groupes et que les grands groupes ne veulent pas forcément mettre les fonds. Donc le problème, c'est la prise de risque dans les entreprises. Et ça vient souvent de la gouvernance de l'actionnariat qui est derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, il faut presque considérer qu'avant, on investissait dans des usines, on était prêt à mettre plusieurs millions dedans. Aujourd'hui, on va investir dans des communautés. Et ça, effectivement, d'un point de vue culturel pour les actionnaires, c'est une volatilité dans la communauté qui n'est pas le côté brick and mortar de l'usine, quoi. Donc, c'est vraiment une problématique culturelle qui fait que pour générer cette créativité, cette agilité, etc., que tu évoques, il va falloir sûrement trouver des volontaires et excuber. Donc c'est en général ce qu'on essaie de faire dans les grandes entreprises, c'est-à-dire faire de l'intrapreneuriat aussi par des gens qui sont motivés, qui ont des idées, et là, quelle que soit la génération qui est derrière. Et en interne, ça passe par l'accompagnement du board, ça passe par la transformation de la culture. Oui, tout à fait, et une volonté certaine. Donc nous, on a un certain nombre d'initiatives de cette nature. On a un lab, donc un Cardiff Lab, qui est en fait un espace où déjà on centralise beaucoup d'innovations et de nouvelles technologies, ce qui permet aux collaborateurs de les avoir à proximité, donc de se les approprier et d'imaginer dans les réflexions qui sont plus donc d'open innovation ou même d'innovation interne, et bien d'imaginer les solutions et l'assurance de demain. On a des salles créatives, on a des communautés, on a une communauté qui s'appelle Coquelicot, qui est en fait la communauté des collaborateurs clients qui sont bêta-testeurs d'un certain nombre de solutions. Et tout comme vous parliez tout à l'heure du consommateur qui est devenu consommateur, les collaborateurs aujourd'hui dans l'entreprise sont des collaborateurs. On n'est plus, et on voit que de moins en moins, on va aller. On est dans ce système top-down et les collaborateurs sont acteurs du changement de l'entreprise et parfois sur des sujets qui ne sont pas directement de leur giron. Et voilà, donc ça bouge beaucoup. On voit que l'entreprise est en mouvement. Alors parfois, ça peut paraître un peu désordonné et je pense qu'il faut tolérer dans cette phase de transition et de transformation le désordre pour arriver à un moment donné à avoir... c'est exactement le chaos créatif. C'est effectivement passionnant. Alors, mais peut-être... On va sortir de l'entreprise dans laquelle vous exercez, parce que l'idée, c'est plutôt de parler des entreprises en général, et que vous puissiez avoir un regard, je dirais, tout à fait distancié par rapport aux questions qu'on pose. Mais donc cette question, en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'étages, si je puis dire, dans la transformation. Et alors, si on regarde du côté de la gouvernance aujourd'hui, il y a une aspiration par le bas à aller vers des logiques d'empowerment, des logiques de partage, de collaboration, de codécision, etc. Bon, on va dire que ça, c'est pas encore complètement dans les gènes des entreprises en général. Et j'évoque souvent Cécile Renoir, qui était passée par ici et qui nous avait dit donc que l'entreprise devait se réformer par le haut, donc dans sa gouvernance, pour faire rentrer de la politique, de l'intérêt général. Déjà sur cette question-là, comment vous voyez ça? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que la gouvernance aujourd'hui dans les entreprises, et pas dans les grandes entreprises, ne doit pas évoluer vers plus d'intérêt général, plus de politique dans le sens noble du terme, ce qui, pour le coup, ferait qu'on irait vraiment dans des logiques beaucoup plus de participation et pas de 2.0 qu'on mettrait un peu comme une jolie peinture, quoi.
Oui, tout à l'heure, je parlais de l'aviation comme un gadget et encore, même au niveau de la coopération avec les collaborateurs, le web, enfin le numérique peut être utilisé comme un gadget et du coup, c'est un alibi. On a fait ce qu'il fallait. On a mis une communauté Yammer au service des collaborateurs et c'est bon, le job est fait. Non, si effectivement derrière, vous avez toujours un management qui est top-down je parlais de 3 révolutions tout à l'heure. Le collaborateur, évidemment, il a vécu ces 3 révolutions. Donc, il veut être informé. Moi, j'ai encore des collaborateurs qui me disent « J'ai appris telle décision de mon entreprise sur Internet. Je ne l'ai pas appris par l'interne. » Et pas plus tard que la semaine dernière. Il veut 2.0, il veut des relations, il veut justement qu'on soit à la portée, c'est-à-dire que la coopération, la hiérarchie soit cassée, non pas parce qu'il veut faire la révolution dans l'entreprise, mais parce qu'il a besoin de coopérer de façon transverse. Sur le numérique, on a besoin de transversalité. Voilà. Et puis, troisième révolution, celle des data et qui amène des nouveaux business models. Il veut amener sa pierre à l'édifice de la créativité, de la réinvention de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on lui a montré qu'il fallait incuber des startups et que les idées venaient forcément de l'extérieur, lui, évidemment, il le vit mal. Ça veut dire que dans un grand groupe de 3000 personnes, il y aurait personne qui serait capable de réinventer l'entreprise. Il faut forcément aller chercher une start-up. Et parce que ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup de la part des dirigeants et particulièrement des grandes entreprises, c'est de dire finalement le nouveau arrivera par l'extérieur. C'est les fameux barbares de Colin Verdier. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Les barbares sont aussi à l'intérieur. Il y a beaucoup de barbares à l'intérieur et qui sont démotivés par le fait que la nouveauté n'arriverait que de l'extérieur. Et quand on fait des workshops de disruption, on essaie de justement faire émerger les idées, et bien on se rend compte qu'il y a plein d'idées qui arrivent de l'intérieur et que les gens ont des étoiles dans les yeux. Oui, alors bon, moi je pense que le modèle qu'il faut faire émerger, il naît de l'interne et aussi de ce regard et cette ouverture sur l'externe parce que dans les startups malgré tout il y a une agilité, il y a on est complètement affranchi de tout le poids et tout le carcan et tout l'historique de l'entreprise. Et donc c'est rafraîchissant, ça fait du bien et c'est énergisant. Donc je pense qu'il faut le pont entre les deux. Après, c'est vrai que en interne, il y a beaucoup de talent, c'est heureusement d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup de talent et il faut peu de choses pour que finalement la dynamique s'installe, mais il faut une impulsion qui vienne du plus haut niveau. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Je pense que toutes les entreprises qui ont une longueur d'avance sur le processus de transformation, elles ont donné une impulsion forte managériale. Et est-ce que, vous parlez de talent, est-ce que finalement il n'y a pas aussi le problème qu'on enferme les gens dans leur CV? C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être créatifs, mais on ne regarde qu'un bout finalement de leur singularité. Et si, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais en France, quand vous avez un jeune qui fait beaucoup de jeux vidéo et surtout du jeu massivement multijoueur où il y passe ses nuits, on appelle ça du e-sport notamment, on va dire, oh là là, c'est pas bien, il va être fatigué quand il va arriver dans l'entreprise. En Amérique ou dans d'autres pays, où c'est reconnu comme une compétence, c'est dans votre CV, si vous êtes chef de guilde niveau je sais pas combien, c'est un super atout. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de faire du management, du community management virtuel. Et que donc c'est un exemple parmi d'autres. Donc, mais je prends un exemple d'ailleurs numérique, on pourrait aussi dire celui qui est un fan de cuisine japonaise et qui à un moment donné peut avoir apporté quelque chose d'extrêmement utile dans l'entreprise pour peu qu'un deal soit en train de se passer avec les Japonais. Enfin, en fait, l'individu, c'est plein de compétences. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème quand on demande de se renouveler, d'être créatif, de regarder qu'un bout vertical de la compétence? Oui, moi, je vois en cet aspect-là une des raisons du manque d'intérêt du modèle salarial. Quand on dit aujourd'hui, les gens finalement aspirent à être auto-entrepreneurs, créateurs, etc. C'est parce qu'effectivement, dans l'entreprise, on ne sait pas toujours reconnaître ces multiples talents qu'a le collaborateur et il sait exprimer à travers le numérique. C'est-à-dire, moi, un de mes collaborateurs, j'ai découvert, alors qu'il partait, qu'il tenait un blog
autour du sport. Il était runner. Et qu'en fait, il se faisait financer par des tas de marques de sport pour tenir son blog. Et je dis, mais c'est quand même incroyable, t'aurais pu nous en parler. Parce que moi, j'aurais été prête à valoriser ce talent-là. Donc, mais justement, le côté statutaire de l'entreprise fait qu'on n'ose même pas, parce on se dit que de toute façon, l'entreprise n'est pas faite pour valoriser ses multiples talents. Et déjà, le mode de recrutement, ça commence par là. Déjà, quand on est recruté, on est regardé que sous un angle et pas un autre, quoi. Les entretiens pourraient durer des heures et des heures, sinon, peut-être. Florence, un mot là-dessus. Oui, alors moi je suis un petit peu plus mitigée parce que je pense qu'on est malgré tout de plus en plus dans les grands groupes dans cette logique d'identification des talents. Donc il y a les expertises métiers et il y a les talents ou les envies d'eux. Et puis il y a beaucoup d'initiatives autour de l'intrapreneuriat qui permet aussi aux collaborateurs d'exprimer des projets parfois assez personnel où l'entreprise va donner les moyens, va permettre d'incuber en interne avec des compétences diverses et variées des projets. Donc c'est sans doute balbutiant et insuffisant, mais je crois ça bouge. Ouais. Et l'un de vos talents, Florence, moi j'ai l'impression que c'est aussi la curiosité, si ce n'est le goût du risque. Et là je fais référence à une initiative qui avait été lancée il y a un peu moins d'un an, l'implant party. Vous vous êtes fait implanter, racontez-nous, vous vous êtes fait implanter quelque chose ici, dans la main. Effectivement, j'ai une puce NFC depuis quelques mois. Oui, tout à fait, elle est là. Si vous, et alors, ça sert à quoi? Il se passe quoi dedans? Alors, avant, pourquoi justement, je travaille dans le digital et je trouve que trop de réactions aujourd'hui. On est face à des freins. On a peur, donc on n'y va pas, on regarde pas, on est dans le déni, on fuit. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies, elles sont juste absolument extraordinaires. Quand j'ai appris la possibilité de se faire implanter des puces NFC, c'était juste incroyable pour moi parce que j'ai grandi avec les séries Super Jamie et La Femme Bionique et je me disais waouh, c'est plus la réalité, c'est plus la fiction, pardon, c'est la réalité. Et surtout, si on est capable de faire des implants dans des événements assez peut-être pas grand public, mais quand même public, ça veut dire que potentiellement, quelque part, il y a des entreprises que l'on connaît qui travaillent sur ces sujets, dont on ne sait là où elles vont nous mener. Et je pense que le futur et toutes ces technologies, il faut les accueillir, il faut en avoir envie, il faut tester, il faut les découvrir pour rester maître, en fait, de là où on veut qu'elle nous emmène. Mais vous le faites parce que vous êtes dans un peu la vision des transhumanistes, ou vous le faites plutôt pour dire voilà, ça se passe et je veux éveiller les consciences autour de moi? Tout à fait. C'est plutôt dans une logique d'éveiller les consciences. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est les réactions, en fait. Quand j'ai eu cet implant autour de moi, on m'a dit mais t'es malade, tu vas te faire hacker. Bon, pour l'instant, c'est une technologie assez passive, donc j'ai pas de données dessus, donc je suis pas hackée. Mais elle sert à quoi? Alors en fait, aujourd'hui, il faut quand même être un peu geek. Donc, elle me sert juste à m'amuser avec mon téléphone pour l'instant, à lancer des applis sans contact. Voilà. J'ai proposé à la banque peut-être de faire des essais de paiement sans contact. Donc on va voir. Oui, d'autant plus que l'authentification, qui est un des grands sujets de la banque, effectivement, si vous utilisez la main avec les empreintes digitales, vous faites d'une pierre deux coups, là. Voilà. On n'y est pas pour l'instant, mais... Là, c'est accueillir la technologie pour mieux la comprendre. C'est accueillir la technologie pour mieux la comprendre, parce que je pense que c'est inéluctable. Toutes ces évolutions, elles sont inéluctables. Par contre, elles peuvent nous amener très loin. Vous parliez tout à l'heure de transhumanisme, oui. Et on doit mettre un curseur quelque part, et c'est à nous de le mettre. Donc, et pour cela, il faut découvrir, il faut se faire ce propre avis. Et voilà, c'était la démarche.
J'ai une question de la part de Marianne, une question en transmission. Marianne fait partie de l'équipe des Rendez-vous du Futur. Marianne ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Marianne nous suit à distance et on la salue. Je lis la question. Victor Hugo écrivait les mots sur les passants mystérieux de l'âme. Alors vous me voyez venir. Quels mots, quels essentiels auriez-vous envie de transmettre aujourd'hui? Ça peut être une devise, un mot, une pensée, une citation. Qui se lance? C'est jamais simple. Autour de ce que vous voulez, quels sont les mots que vous laisseriez comme ça? En fait, il faut peut-être préciser que Marianne est psychologue et qu'elle intervient dans ce qu'on appelle une intraview. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une interview et elle, c'est l'intraview. Elle essaye de sonder un petit peu plus l'âme, cacher l'essence de l'âme des invités. Voilà, donc l'idée, c'est de réagir vraiment de manière très spontanée ou pas d'ailleurs. On n'est pas obligé de réagir. Non, c'est ça, si on n'est pas quelque obligé chose de vous réagir. vient ou pas, voilà. Alors je dirais juste qu'il faut être très optimiste sur le futur. Il faut avoir envie de ce futur. Parce qu'il est source de progrès social et donc voilà, donc il faut vraiment l'accueillir, mais il faut savoir aussi en définir les limites. Vous êtes une vraie prospectiviste ou futurologue, je ne sais pas comment on dit, parce que Joël de Ronet, qui est le parrain de cette émission, dit, il a une très jolie formule, il dit « Pour comprendre le futur, il faut l'aimer ». C'est très juste, oui. Caroline, un dernier mot. Moi, je dirais qu'il faut être à l'écoute des aspirations des hommes. J'ai parlé de différentes révolutions numériques qui n'ont pas toujours été comprises par les entreprises. Elles ont compris les technologies, elles n'ont pas compris les évolutions sociologiques. Et je pense que ces erreurs vont continuer à se reproduire si l'ensemble de la société, entreprises, mais aussi évidemment institutions et nos élus ne sont pas à l'écoute des aspirations des hommes. Et ça ne passera pas par les sondages. On ne peut pas ouvrir le débat aujourd'hui. J'aurais pu vous en parler. On pourrait, ou alors ultérieurement, on se reverra après le printemps 2017 qui risque... Avec plaisir. En tout cas, l'écoute, c'est une écoute active et pas une écoute orientée par la question. Pas une écoute hors sol. Merci beaucoup, Merci mesdames, d'avoir participé à ce jeu du Rendez-vous du Futur. Merci, Niels. Merci le Cube, Triple C et la JD Carré. Merci au Digital Society Forum. J'en profite pour saluer Nicolas Opno, qui est le veilleur du Digital Society Forum, qui est à distance également, et qui participe au live tweet, parce que, évidemment, vous le savez, vous avez le réflexe, #RDVF, bien sûr. À la prochaine, pour une prochaine émission, et à tout de suite sur les réseaux. Merci.